L'Église et la mafia font bon ménage pendant toute la période de la guerre froide. Leur relation survit aux pires explosions de violences mafieuses. En 1963, une bombe placée dans une voiture tue 7 soldats à la sortie de Palerme. Le Vatican exige que l'Église sicilienne réagisse. Mais le cardinal Ruffini s'y oppose. Il affirmera même plus tard que les mafieux sont des criminels ordinaires, pas pires que ceux d'autres pays. J'ai demandé à l'évêque Mogavero, l'un des combattants les plus véhéments de la mafia, d'essayer de clarifier la position de Ruffini. Il voulait défendre les Siciliens contre quelque chose qui semblait incompatible avec leur nature. Le peuple sicilien est tellement bon qu'il ne pourrait jamais engendrer un mal comme la mafia. Ces paroles étaient en fait une marque d'affection et d'amour pour les Siciliens, même si elles ont eu des conséquences négatives. Quelles ont été ces conséquences? C'était presque une justification, une couverture pour la mafia. Ça l'a encouragé qu'une personne avec un tel pouvoir adopte cette attitude. Le cardinal Ruffini va même jusqu'à écrire au pape. Au cours de mes nombreuses années de ministère, je n'ai jamais décelé l'ombre d'une relation entre le clergé et les criminels. Il avait tort. Un matin de septembre 1980, 2 hommes se sont rendus à ce monastère alors que les frères venaient de finir de célébrer la messe. Les témoins ont seulement pu dire plus tard que l'un d'eux avait environ 30 ans et que l'autre était plus âgé. Ils ont demandé à voir le frère Giacinto et on les a accompagnés à son appartement au premier étage. Dès qu'il a ouvert la porte, ils lui ont tiré 5 balles dans la tête. Ce meurtre a laissé entrevoir un mode de relation sinistre entre la mafia, les politiciens et l'Église. La victime, le frère Giacinto, n'a rien d'un moine ordinaire. Il s'est allié à un gang de la mafia et a été supprimé par un autre. Quand les policiers trouvent son cadavre dans son appartement de 7 pièces, ils comprennent qu'il a une interprétation assez souple de son vœu de pauvreté. Il vivait dans le faste, à l'inverse de ses frères moines. Il avait des habits faits sur mesure, des parfums français, des bouteilles de whisky et un pistolet, ainsi que 4 millions de lire en liquide. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Le frère Giacinto avait un vaste réseau de contacts avec les politiciens, la société et bien sûr la mafia. La mafia, les chrétiens démocrates et l'Église catholique, une trinité impie qui gouverne la Sicile pendant 4 décennies. Le maire actuel de Palerme est un politicien chevronné qui est un des seuls chrétiens démocrates à lutter contre Cosa Nostra. La mafia avait infiltré l'Église, la politique et les conférences des chrétiens démocrates. Les différentes factions du parti correspondaient à divers clans mafieux. Alors quand un congrès chrétien démocratique se passait paisiblement, ça signifiait que les groupes de la mafia étaient aussi en paix. Je me souviens des années où, en tant que catholique, j'allais dans les églises et les paroisses et on s'attaquait tout seul à la mafia. On me prenait pour un communiste parce que je luttais contre la mafia.
Personne n'est parfait, mais je n'ai jamais été communiste. De nombreux maires qui ont occupé ce siège avant moi étaient amis avec les patrons de la mafia. Ah, attendez, je me trompe. En effet, un des maires n'était pas ami avec les mafieux, puisqu'il était lui-même un des boss de la mafia, Vito Ciancimino. Vito Ciancimino est le tout premier politicien à être incarcéré pour complicité avec la mafia. Pendant des décennies, il sert de lien entre le conseil municipal, l'industrie du bâtiment et Cosa Nostra. Il a présidé pendant un boom frénétique du bâtiment. Sur une période de 4 ans, le conseil municipal de Palerme a accordé 80% de ses contrats de construction à seulement 5 hommes. C'étaient des inconnus. Ils n'étaient même pas qualifiés pour poser une brique sur une autre. Mais derrière eux, il y avait Cosa Nostra. Ciancimino et ses amis ont ainsi recouvert de ciment le terrain derrière moi. Aujourd'hui, on se souvient encore de cette époque, baptisée le sac de Palerme. C'est l'un des quartiers construits pendant cette période. Je voulais voir de mes propres yeux l'héritage laissé à Palerme par Vito Ciancimino. Ici, la mafia n'appartient pas au passé. Cette zone est tellement dangereuse qu'on nous a dit que ce serait une mauvaise idée de filmer sans avoir au moins la permission d'un patron local. C'est pas plaisant ici. On a vraiment l'impression d'être observé. Il est évident qu'il y a des guetteurs qui surveillent tout ce qui entre ou sort de cet endroit. En 2009, le fils de Vito Ciancimino, Massimo, décide de collaborer avec les autorités. Il explique ce qu'il a vu et entendu quand il accompagnait son père à des réunions. Personnellement, je n'oublierai jamais la fois où on est arrivé à la résidence d'un évêque près de Palerme. Nous sommes entrés par derrière et avons trouvé Bernardo Provenzano et l'évêque, assis tous les deux, en train d'attendre mon père pour discuter. Bernardo Provenzano ne sera arrêté qu'en 2006, après avoir été recherché pendant 43 ans. C'est un record. C'est le cerveau politique derrière la famille toute puissante des Corleone. Pensez-vous que l'évêque était au courant de l'importance de Bernardo Provenzano dans la mafia? Bien sûr. Il se trouvait là précisément à cause de ce que Provenzano représentait. Provenzano était là pour représenter le pouvoir que Cosa Nostra exerçait dans les institutions de Palerme. C'était une réunion de haut niveau, mais chacun d'eux connaissait l'importance des autres. C'était aussi évident à la façon dont ils s'étaient salués, en se prenant dans les bras et en s'embrassant sur les joues. Quel type de relation votre père entretenait-il avec l'Église? Pour lui, les paroisses fonctionnaient de façon similaire aux permanences locales du Parti chrétien-démocrate. Il fallait les financer. Mon père a construit une église à Passo di Rigano. Il a accordé un permis de construire pour des terrains de foot à une église et une subvention pour gérer un ciné-club à une autre. Il travaillait en permanence par le biais de l'église pour conserver le contrôle de son territoire. Cette stratégie fonctionnait grâce à ses relations avec les prêtres des paroisses au niveau local et ensuite, évidemment, ça remontait tout en haut de l'ordre établi avec les cardinaux, les évêques et les membres haut placés du clergé en ce qui concernait les relations financières.
L'influence de Vito Ciancimino s'étend jusqu'à Rome. D'après son fils, le politicien préféré de la mafia s'y rend presque tous les mois pour déposer de l'argent sale à la Banque du Vatican, l'IOR. Mon père avait une règle à laquelle il ne dérogeait pas quand il s'agissait de déplacer et d'accumuler de l'argent. Tout devait être intraçable. Alors il utilisait des institutions qui pouvaient garantir qu'il n'y aurait aucune trace et qui n'imposaient aucune limite sur les transactions en liquide. L'IOR n'avait mis en place aucune mesure sur la transparence et ne donnait aucune information. J'ai vu de larges sommes d'argent circuler dans les coffres-forts et sur les comptes de la Banque du Vatican. Il s'agissait de transactions financières destinées à payer les pots de vin à la fois pour les politiciens et pour les hommes liés au monde de la mafia. À l'IOR, votre père gérait-il son propre argent ou également celui de Cosa Nostra? Non seulement mon père gérait son propre argent, mais il en avait aussi mis de côté à la Banque du Vatican pour la famille de Provenzano. Certains remettent en cause la fiabilité de Massimo Ciancimino comme témoin. Mais les procureurs généraux pensent qu'il est digne de confiance. En ce qui concerne l'argent de la mafia, la Banque du Vatican s'est forgé une sacrée réputation. Le matin du 18 juin 1982, le corps pendu d'un homme a été retrouvé sous le pont Blackfriars Bridge, à Londres. On a découvert qu'il s'appelait Roberto Calvi. Il était à la tête de Banco Ambrosiano, une importante institution financière catholique, avec des liens rapprochés avec la Banque du Vatican. C'est pourquoi Calvi était mieux connu sous le surnom de banquier de Dieu. L'enquête autour du meurtre de Calvi révèle qu'il faisait transiter des fonds de la mafia par sa banque. Pire encore, elle dévoile l'implication de la Banque du Vatican. Le procureur général Tescaroli est sur l'affaire. L'association mafiosa dénominata Cosa Nostra a effectué des opérations de blanchiment d'argent énormes par le truchement de Banco Ambrosiano et de la Banque du Vatican. En particulier, nous avons la preuve que les rançons d'enlèvement de la mafia ont été déposées et se sont accumulées dans la banque de Roberto Calvi. D'après les conclusions des juges lors du procès, la Banque du Vatican a aussi joué un rôle dans ces opérations. Calvi a de puissants appuis au sein du Vatican, notamment le président de la Banque du Vatican, un homme qui a précédemment servi de garde du corps au pape et qui a l'entière confiance de Jean-Paul II, l'archevêque Paul Marcinkus. Ils avaient contribué ensemble à la création aux Bahamas de l'agence de la Banco Ambrosiano avec un siège à Nassau. Ouvrir des banques dans des endroits comme les Bahamas ou le Nicaragua leur permettait très certainement de se livrer à des activités en échappant au contrôle d'un cadre légal. Mais en 1981, Banco Ambrosiano est au bord du gouffre. Marcinkus réagit en faisant couvrir ses dettes par la Banque du Vatican. Mais il est trop tard. La banque de Calvi plonge dans la faillite. Le 5 juin 1982, Calvi, complètement désespéré, écrit une lettre à Jean-Paul II. Cette lettre étonnante n'a été découverte que récemment, lors d'une nouvelle enquête autour du meurtre de Calvi. Elle révèle que le banquier de Dieu créait des agences précisément là où le Vatican se sentait le plus vulnérable à l'époque, en Amérique centrale et en Amérique latine, où les mouvements révolutionnaires défiaient l'ordre ancien. Calvi explique que l'effondrement de sa banque causerait une catastrophe d'une ampleur inimaginable pour l'Église. Calvi poursuit en demandant de l'aide, puis menace de dévoiler les opérations secrètes qu'il a menées pour le compte du Saint-Siège.
De nombreuses personnes veulent savoir si j'ai fourni des armes ou autre chose au régime sud-américain qui combattait notre ennemi commun. Mais je refuse qu'on me fasse chanter, et je ne ferai pas chanter qui que ce soit. 13 jours plus tard, Calvi était assassiné. En 1984, la Banque du Vatican paye 250 millions de dollars de compensation aux investisseurs de Banco Ambrosiano, mais refuse de collaborer avec les enquêteurs. L'affaire Calvi n'a pas été élucidée, laissant planer le soupçon sur la mafia, tout comme sur le Vatican. Tandis que le scandale Calvi engloutit la place Saint-Pierre, la guerre est de retour en Sicile. Les clans mafieux les plus cruels décident de prendre le contrôle de Cosa Nostra. Pendant une décennie sanglante, plus de 1000 personnes trouvent la mort. Les boss de la mafia, leurs soldats et leurs proches sont abattus sans pitié au fur et à mesure que les Corleonesi exterminent leurs rivaux. Et quiconque ose tenir tête à la mafia se retrouve aussitôt dans la ligne de mire. Juges, policiers, médecins, journalistes et politiciens honnêtes sont tués. Finalement, en 1992, les barons de la pègre décident de se débarrasser de leurs deux ennemis les plus redoutables, les juges anti-mafia qui ont traduit plusieurs centaines de mafieux en justice, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Les bombes qui les tuent à 2 mois d'écart suppriment également l'épouse de Falcone et 8 gardes du corps courageux. Les Siciliens en ont assez. La guerre froide étant maintenant terminée, la conscience de l'Église commence à s'éveiller. Nous sommes à Brancaccio, une banlieue de Palerme où il y a par endroits des niveaux de pauvreté semblables à ceux du tiers-monde. Mais c'est ici qu'un prêtre s'est mis à parler après plusieurs décennies d'un silence confortable de la part de l'Église. En faisant cela, il s'est fait craindre de la mafia. Il s'agissait du père Pino Puglisi. Ma noi speriamo che qualcosa via via vada cambiando. Già ci sono parecchi ragazzi che stanno attorno al centro sociale e alcuni già sono qui presenti e che incominciano a capire che la vita non è fatta semplicemente di violenza, di degrado, ma ci sono valori come pace, fraternità e collaborazione. Gregorio Porcaro travaille dans ces rues avec le père Puglisi. Brancaccio était une sorte de poste de contrôle. L'héroïne et les drogues destinées à toute la ville de Palerme partaient d'ici. C'est là que se trouvaient les raffineries. Tout était bien sûr contrôlé par la mafia. C'est une présence terrifiante dans un quartier comme celui-ci. Le secret de Puglisi était de se salir les mains. Il est devenu un homme de Brancaccio et s'est fait accepter par la meute, si on peut parler ainsi. Malgré les intimidations, les portes brûlées, ou le fait qu'un jour on ait vu le père Puglisi avec le visage tuméfié parce qu'il l'avait passé à tabac, l'avait frappé, l'avait menacé, certains des enfants du quartier ont aussi été menacés avec des couteaux. Tu dois arrêter de parler à ces prêtres, tu dois venir avec nous. Le message était clair. L'église de Palerme était-elle au courant des menaces que vous receviez ? Elle a sous-estimé le problème Brancaccio. Quand on a vu que la hiérarchie ecclésiastique était totalement désintéressée, voire indifférente, je me suis plaint au père Puglisi. On est abandonné ici. Peut-être qu'on tire un peu trop sur la corde. Tôt ou tard, la mafia va finir par réagir. Il m'a répondu, « Pourquoi es-tu inquiet? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous faire? Nous tuer? Ça les avancera à quoi ?» L'église sicilienne se trouve à la croisée des chemins. Le communisme a disparu, et avec lui les raisons politiques de fermer les yeux sur la mafia.
Mais l'Église ne voit pas aussi clairement que le père Pulisi le côté diabolique de la mafia et ne lui apporte pas son soutien. Jean-Paul II est bien plus résolu. En 1993, il se rend en Sicile et prononce une condamnation retentissante. C'est le premier pape à mentionner le mot mafia. Dio ha detto una volta, non uccidere, non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.